Salut à tous, c'est le grand moment pour moi, c'est les crimes de Grindelwald. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, je vous invite à aller la voir si le film vous touche de près ou de loin, parce que pour moi, ça représente vraiment le film que j'attendais le plus cette année, qui vraiment me fait vibrer. Parce que moi, avant toute chose, je suis un enfant qui a grandi avec Harry Potter, avec ce monde magique, donc là c'est le moment, c'est vraiment la grosse critique, c'est le gros moment, vous avez vu, c'est un retour gagnant, on se retrouve pour cette critique. Je m'appelle Epixei et je vais tout vous dire. Donc avant toute chose, partie non spoiler. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Avant toute chose aussi, j'aimerais vous dire que je suis pas sûr maintenant de vous annoncer à chaque fois si on va être 2 ou 3, parce que le fait est qu'on devait être 3 pour cette critique, et vous aurez bien remarqué que Fabien et Louis ne sont pas là. Donc on va dire que je vais mettre entre parenthèses les vidéos à plusieurs personnes, et surtout me concentrer sur des critiques peut-être plus individuelles par la suite. Voilà. Sinon, le film Les Crimes de Grindelwald, grosso modo, donc c'est la nouvelle œuvre de Warner Bros, la continuité des Animaux Fantastiques tant attendue, la suite de l'univers magique au cinéma. Les Animaux Fantastiques c'était en 2016, pareil, c'était dans ma vidéo, donc je vous en ai parlé de tout ça, donc je vous invite vraiment à regarder, c'est assez complémentaire par rapport à ce que je vais développer et ce dont on va traiter dans cette vidéo. J'attendais beaucoup de ce film, donc c'est toujours réalisé par David Yates. Au scénario, on a toujours J.K. Rowling qui supervise tout ça, qui est vraiment très présente, je trouve, dans l'écriture. La production, c'est Stuart Craig qui a déjà produit la plupart des Harry Potter, la plupart des pareils, il supervise beaucoup. Là, il y a quand même vraiment une ferme et une très grosse solidité qui ressort de ce qu'est l'univers magique Harry Potter au cinéma. C'est ce que je dis, c'est hyper solide. Côté casting, bien sûr, on retrouve Eddie Redmayne, Dan Fogler, Catherine Waterston, entre autres, bien sûr, avec Johnny Depp qui joue Grindelwald. Et pour les petits nouveaux, toujours Ezra Miller aussi en croyance, pour les petits nouveaux, on a Zoé Kravitz, on a Callum Turner, on en a quelques-uns comme ça pour cet opus qui se passe à Paris. C'est aussi la nouveauté de cet opus, on va dire, presque dans le casting. Paris et la France sont vraiment mis au cœur du film. Bon, le verdict, on va arrêter de parler, on va arrêter de blablater, place aux choses sérieuses. J'ai grave kiffé, franchement, c'est pour ça que vous avez vu la miniature, elle est un peu bizarre, mais j'ai peur. J'ai peur de la direction que prend ce film, de la direction de cette saga. Ce que j'ai pu vous dire auparavant sur cet univers magique, c'était qu'on restait vraiment dans une zone de confort très habituelle, en prenant quelques risques, mais finalement en essayant de faire quelque chose de vraiment qui suit les sentiers battus. On restait quand même dans l'heroic fantasy lambda assez global, et là, le pire c'est que ça va être un peu ça. Pour moi, je vais pas du tout être subjectif parce que j'ai vraiment adoré ce film et je vais vous en parler extrêmement en bien, vous l'aurez compris. Mais il y a ce qui peut s'apparenter à des défauts, il y a des partis pris vachement what the fuck, et je crains, je pense, ça fait partie de mes inquiétudes, qu'on puisse perdre un peu le spectateur quand même avec cet opus, parce que ça va vraiment avoir encore une fois cet effet qui est vachement présent en cette fin de décennie, de vouloir tromper, de vouloir dérouter son spectateur, et peut-être même... Alors je sais pas si c'est vraiment le cas pour ça, pour les Animaux Fantastiques, mais de vraiment jouer avec ses nerfs et de déjouer ses attentes, tout simplement. Surtout à la fin du film, je vais vous en parler en partie spoiler tout à l'heure, mais effectivement, c'est un film qui dans ses choix parfois peut être un peu irrationnel au premier abord, peut proposer du contenu vraiment what the fuck, très mature, très sombre. On a vraiment cette logique dans la saga cinématographique de faire de la suite du premier film quelque chose de vachement moins attrayant, plus ténébreux. J'ai déjà pu en parler maintes et maintes fois, et c'est intéressant d'apporter ça parce qu'effectivement, sur tous les films de l'univers magique, je vais appeler ça l'univers magique, ça englobe les 8 Harry Potter et le précédent Animaux Fantastiques, bah c'est sans doute effectivement un des plus dark, un des plus subtils aussi, je vais vous en parler, et peut-être un des moins manichéens, même par rapport à ce que proposaient les Animaux Fantastiques. C'est assez intéressant, et on peut dire que ouais, les cartes sont un peu redistribuées à la fin de cet épisode, et même tout du long de cet épisode. Ça mêlera nostalgie, ça mêlera complexité, noirceur, nouveauté, et voilà, c'est tout ça justement qui peut froisser le spectateur, ça je le pense, tout comme on peut vraiment l'apprécier comme c'est mon cas, mais je vous cache pas qu'un deuxième visionnage, un troisième visionnage est franchement nécessaire pour moi, parce que s'il est clair et net que j'ai apprécié ce film, je ne sais pas s'il est clair et net, en tout cas que ce soit vraiment réussi et que ce soit
un bon film. Voilà, ça je sais pas, je ne sais pas encore. Il m'est arrivé des fois de me tromper avec par exemple Suicide Squad, voilà, que j'ai été le seul à kiffer, et que je kiffe toujours d'ailleurs, mais qui n'a pas fait l'unanimité. Je ne sais pas si vraiment ce qu'on va découvrir au niveau de Johnny Depp, ce qu'on va découvrir autour des nouveaux personnages aussi, les révélations sont pas mal importantes, sont pas mal mis au cœur du film, mais est-ce qu'elles sont suffisamment ficelées pour t'avoir? J'avoue que des fois tu te dis un peu, oula, t'as voulu vraiment faire ce que tu voulais avec ton scénario, et je peux comprendre des fois qu'on passe par la case facilité scénaristique à tout prix, et vraiment de façon assez grossière je pense. Donc ouais, franchement je sais pas quoi penser du film objectivement, je sais pas quoi penser du film et je sais pas quoi vous conseiller ou je ne sais pas quoi analyser en premier, mais il est clair qu'on va passer certainement du temps sur cette critique et on va entrer dans le vif du sujet. Alors pour vous recentrer, donc l'histoire, ça se passe environ un an je crois après les événements des Animaux Fantastiques, on est en 1927 et Grindelwald est transféré des États-Unis pour revenir en Europe, être jugé de ses crimes et tout simplement juste pour vous dire, bon ça c'est dans la bande-annonce, durant son transfert il arrive à s'évader et il rejoint la ville de Paris afin de rassembler ses adeptes. On va s'arrêter là, on va dire, pour le résumé, ce sera déjà pas mal. Alors, sans spoiler, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, une des choses que j'avais plus ou moins reproché au premier Animaux Fantastiques, c'est un petit peu amélioré pour moi, c'est le jeu de Eddie Redmayne qui a su vraiment donner cette fois-ci vachement plus d'importance à son personnage, vachement plus d'ambition, plus d'émotion, bien sûr. J'ai senti vraiment que ses sentiments étaient vachement plus portés à l'écran, qu'il était moins timide, moins niais, et ça c'est important. Donc ce qui fait que, à mon avis, après avoir passé le cap du premier film, il a su se dévoiler maintenant et prendre son rôle à pleine main et servir vraiment une prestation qui m'intéresse déjà plus. Au niveau de Norbert Dragono, je le sens cette fois-ci beaucoup plus héros du film, et ça c'est important. Au niveau des autres personnages, chacun ou presque, va vraiment dévoiler un jeu assez sombre, assez obscur, comparé aux autres films où finalement les prestations étaient dès le début balancées et tu savais vraiment à quoi t'attendre, à quoi correspondait chaque personnage. Ici, chaque personnage va quand même avoir à faire face à un certain destin qui se met en place, à des dilemmes, à des nouvelles découvertes qui font que chaque personnage est potentiellement dangereux. Pas dans le fait que chaque personnage puisse être un méchant potentiel, mais chaque personnage peut vraiment avoir à faire des choix irrationnels ou bien, je sais pas comment vous dire, à se mettre en danger lui-même. J'ai vraiment eu peur pour beaucoup de personnages dans ce film. J'ai craint des morts, je peux vous le dire, c'est clair. Même si on n'est pas en partie spoiler, j'ai craint que certains personnages se mettent en danger de mort. Et bah voilà, que vous dire de plus, ouais, on va pas spoiler pour le reste, mais c'est quand même un film où, tout comme Star Wars 8 pour moi, avait cette même recette, c'est pour vous dire que c'est un peu le même délire, où finalement il y a énormément de mystères qui se créent sous forme de couches sur les personnages, et que tout ce mystère finalement, tu dois attendre la fin du film pour vraiment avoir les révélations et te dire, d'accord, ça, je sais que ce personnage-là fera pas de bêtises, et je sais que ce personnage-là est beaucoup plus flou que je pensais en début de film, par exemple. J'y reviendrai en partie spoiler, c'est ce qui peut peut-être aussi créer un peu de mécontentement, et se dire que certains personnages prennent des chemins un peu trop en virage à angle droit. On va en reparler, mais quand même, il y a un certain intérêt pour cet opus, du coup, qui se démarque un peu et qui choisis plutôt la carte du mystère. Alors ce que je pourrais aussi reprocher un petit peu, c'est quelques scènes qui vont être un peu trop calquées sur le premier film et de façon vraiment pas utile. Alors cette fois-ci on a la découverte de Paris. Alors J.K. Rowling a affirmé que cette saga Animaux Fantastiques serait un espèce de tour du monde magique où à chaque fois on essaierait d'aller dans un autre pays afin de découvrir chaque culture magique. On va pas dire ici que la France est vachement explorée, c'est juste du décor, et à mon avis, pour la majeure partie du truc, ça n'a pas été tourné en France, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est moins exploré que ce qui était fait dans New York, hein, j'en avais parlé là aussi, j'avais beaucoup plus kiffé la découverte de New York dans les années 20 ici. Non, franchement, la marque française est très peu apportée et n'est finalement qu'un prétexte pour changer de pays, mais ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Ça n'aurait eu aucune incidence ou aucun charme supplémentaire pour moi, que ce soit la France ou pas, finalement, c'est pas ça qui est au cœur du film. Donc ce que je vous disais comme étant une nouvelle chose dans ce film, c'est pas forcément une grande force que ce soit si parisien que ça, même si on a quand même 2-3 petits endroits où ça te fait écho, notamment au Père-Lachaise, ce qui est un endroit, un cimetière, c'est pas là-bas que je pensais me retrouver, on a un petit plan sur la Tour Eiffel, bref, ça s'arrête là.
On aurait pu attendre mieux, il y a certains blockbusters qui se passent à Paris qui sont plus intéressants à découvrir, je pense, que les Animaux Fantastiques, enfin que les Crimes de Grindelwald. Et dans ce que je vous disais, bah ouais, il y a certaines scènes où tu vas avoir des animaux en liberté dans Paris et Norbert Dragono qui doit faire face à ces situations animalières déconcertantes. Et là, tu revois un peu ces scènes où tu devais aller choper le nifleur, où tu devais aller choper le demi-guise dans le centre commercial. Ouais, c'est un peu dommage de devoir justement remettre des animaux là où il n'y en a pas besoin, parce que surtout, les intrigues qui t'intéressent, c'est de savoir ce que va faire Grindelwald, surtout qu'il est assez glaçant, ce personnage. Donc, ouais, les intrigues de personnages dépasse cette fois-ci le stade animaux. Pour moi, il fallait plus remettre autant d'animaux que ça dans le film, parce qu'il y en a franchement de façon gratuite, ça c'est vrai. Bah, sinon, dans ce que j'ai aimé, la plupart des nouveaux personnages sont quand même vachement fournis, vachement intéressants. Je vais vous reparler de Croyance, je vais vous reparler de Nagini en partie spoiler, mais aussi du personnage de Zoé Kravitz, que là je garde secret vraiment, parce qu'on n'en dévoile pas plus que ça sur son identité dans la bande-annonce, ainsi que du frère de Norbert Dragono. Pareil, là aussi j'ai été un petit peu dérouté parce que ce qui m'était présenté dans la bande-annonce, c'est pas du tout à ça que je m'attendais au niveau de ces personnages, et pour le coup c'est plutôt intéressant, même si leurs personnages, je vois arriver en long et en large qu'on va crier aux personnages bidons, pas utiles, qui font pas avancer l'histoire, pas vraiment. Ils apportent quand même pour moi quelque chose. Je vais être encore peut-être un peu perso et un peu tout seul là-dessus, mais pour moi, c'est pas quand même des persos. Il y a une bonne origin story, ça permet aussi de faire le lien avec les petits flashbacks à Poudlard qui sont aussi présents dans la bande-annonce. Donc on a aussi Albus Dumbledore qui fait... Enfin, Jude Law qui fait bien son taf en tant que Albus Dumbledore, pardon. Ça ramène un petit peu de nostalgie à Harry Potter. C'est des choses, je pense, qu'on voulait voir. C'est très bref, ça aurait pu être plus travaillé, ça aurait vraiment pu... Voilà, il y a certains flashbacks, je pense, dans Harry Potter qui sont mieux faits encore. Je pense à la scène de Rogue, je pense à la scène où Dumbledore va voir Tom Jedusor, par exemple, à l'orphelinat. Je pense que ces scènes-là, dans Harry Potter, sont plus construites. Mais le simple fait de voir Albus Dumbledore en professeur de défense contre les forces du mal, de retourner brièvement à Poudlard pour ses enquêtes, parce que c'est pas non plus là que se focalise le film, c'est tout de même sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura encore 3 autres films, normalement, au moins, sur les Animaux Fantastiques. Je crois que c'est signé pour 5 films, donc je vais pas vous mentir en vous disant aussi que ce 2 se termine déjà d'une façon assez particulière, comme vous avez pu le comprendre, mais il va encore teaser énormément de choses pour la suite par rapport à d'autres révélations qui vont arriver, un truc de légende qui forcément sera certainement l'aboutissement de cette saga. En tout cas, moi j'ai su apprécier la prise de risque, elle me fait peur, je vous cache pas qu'elle me fait quand même peur, et que là-dessus, je sais pas ce que va donner le film, je sais pas comment il va être accueilli. Moi j'ai vu quelque chose d'efficace, de fonctionnel, qui reste fidèle à lui-même, et comme je le disais, David Yates devenait un peu un yes man, et Warner Bros ronronnait un peu quand même avec cette saga, on va pas se mentir, même si je continuais d'être fan, je trouvais que c'était une saga qui prenait moyennement des risques. Je pense qu'avec les Crimes de Grindelwald, elle a su montrer justement qu'elle en avait un petit peu sous le capot. On a vraiment affaire aux certainement des plus matures en termes de société, en termes de... C'est beaucoup moins manichéen, c'est bien plus puissant, je vais vous en parler, mais pour moi il y a énormément plus de subtilité que la lutte de Harry Potter face à Voldemort. On avait 2 figures quasi légendaires qui, depuis le début de sa vie, Harry Potter était destiné à foutre une branlée à Voldemort, et vice-versa. Là, c'est tellement plus compliqué, quoi. Même si, quand tu connais l'univers Harry Potter, tu sais comment ça va se finir si tu t'es un peu documenté, tu dis quand même que chacun a quand même un peu du mal à accepter la situation, et chacun se demande qu'est-ce qu'on fout là, et est-ce qu'on serait pas mieux à discuter plutôt qu'à se taper dessus, et est-ce que tu vas être capable de te battre, et est-ce que toi tu vas être capable de te défendre. On est tous un petit peu dans le flou avec cet épisode, et finalement c'est ça que j'apprécie, parce que je pense que c'est un peu volontaire. Et voilà, on va conclure cette partie non spoiler ici. Partie spoiler, ceux qui restent ont vu le film, j'espère. Donc les Crimes de Grindelwald, on va retrouver plusieurs nouveaux personnages, comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer avec Lethal Lestrange, qui est joué par Zoé Kravitz. Donc on a des love interest vachement plus développés que dans le 1. Dans le 1, ils étaient déjà pas mal développés pour la plupart. Enfin surtout Tina et Norbert, et puis Queenie et Jacob. Ici, ils sont tous de nouveau présents, mais ils vont prendre des tournures tellement différentes. C'est ce que je vous ai dit en fin de film, voilà. Et on a le frère de Norbert Dragono, je sais plus comment il s'appelle, Thésée. Encore des noms un peu bizarres. Enfin, s'il y a bien des trucs que je trouve chelous dans l'univers Harry Potter, c'est vraiment les noms. Thésée, donc Dragono, qui a chopé la meuf de Norbert quand ils étaient plus jeunes, et du coup je pense qu'il y a une espèce de petite rivalité qui se met en place au début, et tu penses que ça va être au cœur du film, qu'ils vont se tirer dessus, que ça va se faire la gueule, et finalement
C'est ce que je vous disais, ça, je m'attendais pas à ça, je m'attendais tellement au frère qui va faire chier Norbert, et c'est plutôt une relation très fraternelle, vachement dans l'écoute, un petit peu dans la dualité au début, mais finalement, sur l'union, sur l'unité fraternelle, je pensais pas du tout ça. Moi, son frère, je voyais, il avait vraiment une sale tronche de premier, et du petit mec arrogant qui a piqué la meuf de son frère et qui va l'épouser. L'état Lestrange, je m'attendais à un personnage super ambigu, finalement, c'est un personnage qui a du mystère comme beaucoup d'autres, mais qui est plutôt bienveillant, qui a fait des erreurs, mais qui va jusqu'à se sacrifier à la fin pour essayer de sauver tout le monde. Je dois dire que non, je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais vraiment pas à ça, j'étais pas prêt, je pense que dans un sens j'étais pas prêt, c'est pas des révélations qui m'ont mis sur le cul, mais c'est des révélations qui étaient suffisamment efficaces pour moi, pour me dire que j'étais pas du tout dans le bon délire de ce que j'imaginais. On va continuer avec l'apparition, oui il y a 2 scènes quand même autour de lui, de Nicolas Flamel qui était sympa, voilà pour les connaisseurs d'Harry Potter, c'est le petit clin d'œil sympathique, avec un personnage bien travaillé, bien vieilli au niveau du maquillage. C'était sympa de découvrir ce personnage qui habite à Paris, c'est vrai qu'il sort un petit peu de nulle part, mais on a quand même Dumbledore qui envoie Norbert Dragono chez lui, donc c'était assez bien réfléchi en amont, même si l'apparition n'est pas forcément hyper utile, ça c'est vrai, mais elle fait quand même encore un lien avec Harry Potter, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais j'avoue c'était le petit sourire et que tout le monde à ce moment-là s'est dit « Ah, c'est Nicolas Flamel », donc voilà, c'est un fanservice qui marche ou qui marche pas, je vous en laisse juge, mais qui est pas trop poussé trop loin non plus. Alors Grindelwald, qui n'est pas un nouveau perso, mais j'aimerais aussi j'aimerais continuer avec lui. J'ai trouvé que c'est un personnage qui est tellement différent de Voldemort par sa subtilité. Grindelwald, pour moi, il est presque pire que Voldemort, parce que Voldemort, c'est un méchant qui s'est toujours assumé en tant que tel, qui a toujours voué une haine farouche au Sandbourg, au Moldu, il a toujours révélé ses intentions sans qu'il y ait vraiment de secret. Il y avait toujours le mystère de sa vie, de savoir comment il était devenu comme ça, mais tu savais que le gars était irrécupérable de toute façon et que ce serait le méchant de la saga qu'il faudrait buter et qu'il n'y aurait jamais d'autre solution possible. Que là, Grindelwald, il est vraiment exposé comme quelqu'un qui a du vécu, qui a du passé, qui est pas forcément mal intentionné, mais qui a des mauvais procédés, donc c'était déjà un peu le cas aussi dans le premier. C'est un gars qui se contredit, qui essaie de séduire, c'est une langue de vipère, c'est assez complexe, c'est vraiment très complexe. On voit que le gars a les bons côtés de Dumbledore, il y a les très très mauvais côtés du Mage Noir. Puis cette scène, rien que ça au début, ça m'a quand même vraiment interpellé, où il va dans un appartement à Paris, il bute les 2 moldus qui sont dans l'appartement, allez hop, un Avada Kedavra, il y avait un corbillard qui attend juste devant, qui est conduit par un de ses sorciers, et hop là, 2 secondes après, tu vois deux cercueils qui vont dans le corbillard, puis ils entrent dans une chambre d'enfant, puis tu vois qu'ils ont oublié de se débarrasser du gamin, puis tu vois la porte qui se ferme, un éclair vert, donc là tu comprends, t'as vraiment ce truc où tu te dis, ouais, le gars se contredit lui-même, quoi, il est prêt à tuer des moldus juste pour avoir une planque dans Paris, quoi, c'est incroyable, juste ça, c'est déjà vraiment noir, c'est sombre. Donc c'est un perso très énigmatique finalement, qui séduit, qui a pas l'air mal intentionné, mais qui est quand même vraiment dans le... Ouais, c'est un manipulateur, c'est une espèce de Palpatine un petit peu, voilà, qui se fait passer pour le gentil de l'histoire, celui qui subit, alors qu'en fait, t'as l'impression qu'il manipule un peu tout le monde pour faire en sorte aussi que les esprits s'échauffent et qu'il arrive à avoir qui il veut dans son propre jeu. C'est beaucoup plus intéressant, c'est quand même pas un méchant lambda, je suis désolé. Et par exemple, on en vient à Queenie, mais alors ça, c'est le dernier personnage auquel j'aurais pensé pour rejoindre Grindelwald. Et pourtant, je me suis un peu renseigné dans la nuit, parce que j'ai vu le film hier soir, et ça se tient à Queenie, en fait, qui va retrouver Jacob à la fin du premier, elle est un petit peu obligée de l'envoûter, de certainement lui donner un filtre d'amour pour que Jacob soit complètement sous son emprise. Queenie, je l'ai vraiment redécouverte dans ce film où elle essaye vraiment de faire ce qu'elle a envie. Elle veut pas se laisser abuser par des lois, elle veut pas se laisser abuser par ce qu'on lui dit de faire avec les moldus parce qu'elle en a pas le droit. C'est pour ça qu'elle part d'abord en Angleterre pour essayer d'épouser Jacob, mais tu dis c'est précipité, c'est un peu enfantin, et elle se laisse bercer d'illusions. Grindelwald la chope, la kidnappe à moitié, hein, et elle se laisse avoir, voilà, elle se laisse avoir, et elle essaye d'entraîner Jacob à la fin. Jacob peut pas la suivre, le mec il a un mépris des moldus incroyable, tu vas pas entraîner un moldu chez Grindelwald, tu peux pas faire ça. Pareil, on a Croyance, dont je vais vous parler peut-être un petit peu plus aussi, qui choisit aussi de retourner vers Grindelwald, alors qu'il avait été assez persécuté quand même dans le 1 par ce même personnage, sous l'apparence de Graves. La révélation est tellement what the fuck aussi autour de lui, c'est ça, le fait de se dire c'est un Dumbledore, mais tu sais pas vraiment de quelle branche il est, enfin tu dis est-ce que c'est le fils de Dumbledore, ça me paraît pas ça, est-ce que c'est son neveu, est-ce que c'est son petit frère, j'ai pas l'impression non plus, enfin je sais pas,
Non, il n'a pas de petit frère, enfin il a Belfort, mais c'est tout. Et puis il a sa sœur, mais non. Je suis très décontenancé par cette révélation. Je sais pas quoi dire d'autre. Et pourquoi avoir vraiment choisi Grindelwald? J'avoue que les questions se posent. Il y a un moment où je me suis dit, vous faites pas les bons choix les gars, c'est incroyable, c'est insensé. C'est pour ça que je suis inquiet et que je me dis, il va vraiment me falloir des réponses béton dans ce 3e épisode, parce que je veux bien que Grindelwald soit celui qui séduit, c'est celui qui pousse à te faire des mauvais choix, parce qu'il a certainement un truc à te vendre derrière, mais croyance qui revient, alors que Nagini, qui est le personnage qu'on connaît voilà, dans Harry Potter, tu dis c'est Nagini qui va rejoindre, par pure évidence, c'est Nagini qui va rejoindre Grindelwald. Même pas. Nagini, je lui prévois un destin super funeste. Hein. Vu le personnage, tu te dis, il est assez secondaire dans ce film, enfin elle est assez secondaire, mais à mon avis, quand ça va tomber sur elle, elle va rester transformée en serpent, et puis voilà, ça va devenir une bête, et puis c'est Voldemort qui va la prendre sous son aile. Mais c'est pourtant un perso très doux, qui n'est pas dans la violence, qui n'est pas dans la noirceur, et qui est intéressant. Et c'est croyant. Enfin, tous les personnages que tu pensais mauvais se démarquent comme étant des personnages bons, et tous les personnages bons sont passés de l'autre côté du miroir, quoi, vraiment, en passant avec Grindelwald. Tina est restée plutôt fidèle à elle-même, c'est le personnage qui a le moins évolué, je pense. Alors c'est un peu pareil à l'instar de Star Wars 8, je vois qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits. J'ai pas remarqué un seul combat à la baguette magique entre deux personnages. Peut-être qu'il y en a eu, mais ils étaient vachement plus discrets, vachement brefs. On a plutôt ici un titre qui correspond exactement à ce qu'il veut être, les crimes de Grindelwald, avec Grindelwald qui se met en avant, qui rassemble ses fidèles. Alors je pense aussi que ça dénonce vraiment le nationalisme qui fait une montée croissante dans n'importe quel pays du monde. On voit que ça a encore été le bordel au Brésil, on a bien sûr Donald Trump aux États-Unis, le Brexit. Tu vois que tout ce bordel finalement est illustré dans ce film. C'est là qu'il y a ce côté société en te disant purée, t'as vu comment ça peut monter facile le nationalisme, le populisme, etc. Alors je suis pas très bon pour parler politique, je pense, c'est pas vraiment l'intérêt de la chaîne, mais il y a vraiment ce message de dire que tu te laisses embrigader facilement. N'importe quelle personne plutôt pure et vraiment dans la gentillesse et dans l'attachement des personnages peut aussi en devenir complètement ma boule et suivre n'importe quelle personne qui se prétend comme bien intentionné, mais qui est capable complètement de te laver le cerveau. Comme quoi, ouais, même ça, c'était pas encore hyper exprimé, on prenait pas ce risque. Il y avait un peu la corruption du ministère dans Harry Potter, qui était intéressante par rapport à la corruption politique. Mais là, ouais, bon, c'est un message facile, mais c'est un message très actuel, très actuel, bien traité, sous un format mondial qui peut être perçu comme, voilà, pour chacun. Et contrairement à beaucoup de films qui ont traité ce problème en disant « ne soyez pas nationalistes, essayez plutôt de construire des ponts plutôt que des murs », ça c'était dans Black Panther, enfin voilà, on avait ce message ouvert de se dire « le nationalisme c'est mal ». Ici, c'est plutôt de te montrer comment on est capable de te monter la tête, politiquement parlant, comment on est capable de te monter la tête en te disant il faut d'abord penser à soi plutôt qu'aux autres, il faut d'abord penser pour sa nation, pour son statut, pour les gens qui nous ressemblent, plutôt que de penser aux gens qui sont différents et qui sont inférieurs, c'est le cas des Moldus. Tout ça, je peux pas passer outre, c'est vrai que c'est bien foutu dans le film et que c'est vraiment à sa place, c'est proprement installé. Et ouais, voilà. Sur les effets spéciaux, rapidement, c'était sympa, comme je vous l'ai dit, autour des animaux. C'était moins travaillé, je trouve, que dans le premier, à part les animaux déjà existants, comme le Bautruc, comme les Nifleurs qui sont sympas. Heureusement, ils sont moins mis en avant. Mais sinon, ouais, il y avait quelques scènes autour du nouvel appartement de Norbert Dragono qui étaient pas hyper intéressants avec sa nouvelle créature dans la flotte et tout. Je trouvais que c'était des scènes vraiment pour passer le temps. Pareil aussi pour... Alors, il y a la créature chinoise qui est intéressante, qui est plutôt cool. S'il y avait eu qu'elle, ça serait passé. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi ces espèces de chats à la fin, là, dans le ministère français, où c'est pas utile, où tu te dis pourquoi tu veux refaire des animaux, est-ce que tu veux plaire aux gamins, parce que voilà, ça fait une fidélité par rapport au premier, mais le film est très adulte finalement, j'espère que on saura plus s'en détacher dans le troisième, j'espère vraiment qu'on va lâcher prise sur les animaux, arrêter un petit peu, parce qu'à part ceux qui sont dans la valise, il n'y a plus aucun intérêt, et ceux qui sont déjà dans la valise, on les a beaucoup moins exposés dans ce film, donc voilà. Mais sinon, oui, bon voilà, il y a moins de combats à la baguette, donc les effets spéciaux sont vachement moins au cœur du film, on a plus un film terre à terre, même s'il y a quand même des belles images, il y a des beaux sortilèges.
Pareil, côté musique, c'est toujours James Newton Howard, c'était bien, franchement c'était bien, c'était plus sombre, ça correspondait à ce que je voulais. Bien sûr, toujours des thèmes, des animaux fantastiques, un tout petit peu de thèmes made in Harry Potter, c'est déjà ce qu'on avait dans les animaux fantastiques. Donc oui, c'est toujours super bien, on a pris encore un mec qui savait faire le taf, faudrait que je réécoute, mais pareil, c'est toujours dans l'univers magique, c'est toujours bien présenté. Et ça correspond vraiment au film que j'ai vu. C'est plutôt de la musique dramatique hein, dans l'ensemble. Donc voilà, on va conclure ici. Les Crimes de Grindelwald est un film qui a pris un tout autre chemin, a pris une autre dimension. Je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y a certainement des gens qui vont être ennuyés, qui vont se dire que ça c'est trop parti en vrille, je pense. Que voilà, mais je peux pas reprocher. Moi, je peux pas reprocher ça. Je continue d'être captivé, je continue de vraiment m'intéresser aux personnages. Les personnages déjà installés sont d'autant plus intéressants. Si on a pu être un petit peu plus genre Lethal Lestrange, elle a fait un film et c'est terminé. C'est vrai que son personnage était d'abord bien présenté et finalement termine en mode un peu osef et un peu bâclé, j'avoue. Mais il y a quand même du développement de personnage qui tient la route, qui est peut-être vachement what the fuck, mais qui aura du sens, s'ils savent bien maîtriser. Encore faut-il vraiment générer quelque chose qu'on maîtrise, quoi, vraiment. Il faut pas se laisser déborder par ce qu'on a fait dans ce film-là. Il va vraiment falloir m'expliquer pourquoi Croyance est un Dumbledore, pourquoi Queenie a choisi de faire ça, même si c'est logique, il va vraiment m'y faire croire. Il va vraiment falloir que je croie en le projet, parce que là, on me demande de porter crédit. On me demande vraiment de faire confiance à quelque chose qui est parti loin, j'en ai conscience, qui est vraiment parti très très loin de ce que j'imaginais. À eux maintenant de bien faire, quoi. Voilà, c'est toujours un peu le problème avec ces épisodes qui cassent les codes, c'est toujours de se dire, bah maintenant la suite a un sacré poids sur les épaules, mais c'est toujours plus intéressant que de faire ce qu'on voulait voir, vraiment. Vous savez comment je fonctionne, je suis un progressiste, moi. Il faut toujours que ça bouge, il faut que ce soit en mouvement, surtout dans un univers comme celui-là, qui est quand même plutôt dans une zone de confort, comme je vous l'ai dit. À voir ce que ça va donner, je suis impatient de savoir ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vu que c'est vraiment un film que j'attendais beaucoup, je suis prêt à en discuter avec vous, je suis prêt à regarder les critiques, je suis prêt à le savoir, mais quelque chose me dit que on va pas être bien nombreux à kiffer ce film. Voilà. Désolé pour vous d'avance si vous n'avez pas aimé, désolé pour vous si ça vous intéresse plus, si ça vous a paumé, c'est le risque du film, je peux l'avouer. Je peux l'avouer, c'est ce que je vois autour de moi. Mais c'est encore un film qui va faire parler de lui, à n'en pas douter. J'espère qu'il va faire pas mal d'entrées, rien que pour le fait qu'il ait tenté quelque chose et qu'il y ait quand même des choses à dire. En bien ou en mal, il y a quand même un film qui a raconté des choses. Voilà, donc j'attends tout ça de pied ferme. Merci à vous d'avoir suivi cette longue critique des Crimes de Grindelwald. Et puis on va arrêter de se faire des plans sur la comète. Si je suis accompagné, tant mieux. Si je suis tout seul, voilà. Voilà. En attendant, je vais conclure aussi les vidéos Walt Disney World. Alors il y aura la Mickey's Not So Scary Halloween Party qui avait au Magic Kingdom, c'est la prochaine vidéo, voilà, la deuxième vidéo Magic Kingdom pour Walt Disney World. Et pour les prochaines critiques, je sais pas encore ce que ça va être, mais je vais retourner au cinéma bientôt. Peut-être pas un blockbuster pour la prochaine, enfin ça va dépendre de ce que je vais voir, mais voilà. Voilà, donc salut à tous, merci à vous et bye bye.